Mesdames et messieurs, nous allons commencer, chers collègues. Je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne année sereine. Je pense que c'est le meilleur adjectif qu'on puisse utiliser. Pour cette première réunion de notre commission pour l'année 2025, je souhaite donc la bienvenue en votre nom à Monsieur Sébastien Cavalier, président exécutif de la société Pass Culture. Le 17 décembre dernier, la Cour des comptes a publié un premier bilan de la part individuelle du Pass Culture. Ce rapport émet plusieurs constats et recommandations sur ce dispositif mis en œuvre en 2019 à titre expérimental et généralisé en 2021. Il incite à faire évoluer cet outil afin de le rendre plus pertinent au regard des objectifs de démocratisation et de diversification culturelle qu'il incarne. C'est notamment sur les conclusions de ce rapport que nous souhaiterions vous entendre. Anticipant certains constats de ce rapport, la ministre de la Culture a annoncé en octobre dernier une prochaine réforme du Pass Culture en le recentrant vers les jeunes les plus éloignés de la culture. Elle a également indiqué vouloir réserver une part du montant du Pass à la réservation d'offres de spectacles vivants qui sont aujourd'hui trop faiblement choisis par les jeunes. Dans cette optique, 2 rapports de mission flash lui ont été remis. L'un portant sur l'impact du Pass sur le secteur du livre et de la lecture, donc la valorisation des librairies indépendantes et l'élargissement du Pass à la presse écrite. L'autre rapport sur la mise en œuvre de cette part réservée au spectacle vivant. Donc nous attendons la publication de ces 2 rapports avec grand intérêt, mais j'imagine que vous pouvez d'ores et déjà nous faire part de leurs principales conclusions. Et avant de vous céder la parole, Monsieur le Président, je souhaiterais vous poser, je dirais, 2 questions assez précises. J'aimerais évoquer avec vous le renforcement de l'offre de médiation. Certes, l'existence d'un système de recommandation au sein de l'application Pass Culture y participe, mais la mise en place d'une médiation physique, au plus près des bénéficiaires, pourrait être envisagée. Celle-ci est, à mon sens, fondamentale pour parvenir à attirer les jeunes hors de leur zone de confort, inciter à la découverte et éviter la reproduction des habitudes de consommation. Si la part collective du Pass Culture est plébiscitée, l'absence de prise en charge de transport des élèves demeure un frein pour les établissements scolaires et notamment les établissements en zone rurale. Avez-vous donc réfléchi à des solutions, Monsieur le Président? Par exemple, est-il possible d'accélérer le développement de partenariats avec les collectivités territoriales? Concernant la réforme qui vise à recentrer le Pass sur les jeunes les plus éloignés de la culture, quel impact prévoyez-vous pour la société Pass Culture, notamment si celle-ci doit traiter les dossiers des bénéficiaires afin de vérifier qu'ils remplissent des conditions d'éligibilité? Et enfin, la Cour des comptes réitère une recommandation fréquemment émise, faire de la société Pass Culture un opérateur de l'État. Une évolution qui serait pertinente au regard de ses modes de fonctionnement et de financement. Une telle transformation est-elle aujourd'hui envisagée? Monsieur le Président, je vous donne donc la parole pour une quinzaine de minutes et puis ensuite nous échangerons avec les orateurs de groupe et vous-même. Je vous laisse donc la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour et bonne année. Et effectivement, je vous souhaite également une année sereine. Je suis heureux d'ouvrir les travaux de cette commission culture en 2025. Je vais essayer dans mes propos liminaires de répondre en partie à vos questions et si j'échoue, je compléterai ensuite. Je voudrais d'abord vous dire que quand j'ai pris la présidence de la Société Pass Culture, je l'ai fait parce que j'ai trouvé que c'était un sujet passionnant, qui est celui en fait de l'émancipation de la jeunesse, qui est quand même assez fondamental puisque c'est la question de savoir comment on crée les citoyens de demain, comment on forme les citoyens de demain et comment on forme les gens qui demain auront les rênes de notre société. J'ai trouvé que c'était un sujet passionnant également parce qu'on essayait d'inventer une nouvelle façon de faire de la politique publique, une nouvelle façon de faire des politiques culturelles, notamment en centrant notre attention sur la question des publics, sur un public spécifique qui sont les 15-18 ans, et que donc je voyais dans le Pass Culture finalement une activité de recherche, de développement très appliquée.
Force est de constater qu'aujourd'hui, les jeunes ont plébiscité le pass culture puisqu'ils sont plus de 4,6 millions à avoir bénéficié du pass depuis la création du dispositif et ils sont 84% à l'âge de 18 ans de bénéficier du dispositif. Nous, à la Société Pass Culture, on est convaincus que ce succès quantitatif, qui n'est jamais acquis parce que chaque jour des jeunes fêtent leur anniversaire et chaque jour il faut convaincre de nouveaux jeunes de rejoindre le dispositif, on est convaincus qu'il repose sur 3 éléments fondamentaux qui étaient à la base du projet. Le premier, c'était la question de l'universalité. C'est-à-dire qu'on considère les jeunes pour ce qu'ils sont et on ne les renvoie pas à une condition particulière qui pour eux est souvent perçue comme une condition négative, à savoir être en échec scolaire, être issu d'un milieu défavorisé, résider dans une zone éloignée. Et donc il y a cette idée que finalement tout le monde est égal et tout le monde peut bénéficier du pass et finalement il y a une sorte de communauté autour du pass. Le deuxième principe fondamental, c'est celui de la liberté de choix. À 18 ans, les jeunes sont majeurs, ils sont électeurs, ils contribuent à vous élire. Et donc, on considère qu'on va leur laisser le choix de choisir ce qu'ils veulent, de choisir leurs pratiques culturelles. Et il n'y a pas de hiérarchie qui s'est imposée dans les pratiques culturelles. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est de les accompagner d'un certain point de vue, ou en tout cas de leur donner envie de à la fois trouver ce qu'ils aiment, mais également découvrir d'autres choses. Mais cette notion de liberté, elle est vraiment importante. Et puis la troisième idée, c'était la question de la simplicité. Comment faire pour que ce dispositif soit accessible le plus facilement possible? Et en 2023, le Conseil d'État, dans un rapport sur le dernier kilomètre dans les politiques publiques, a salué la capacité du pass à aller vraiment au plus près des jeunes pour leur donner envie de s'inscrire. Et c'est vrai que s'inscrire au pass culture, ça prend quelques minutes. Ces principes, en fait, les jeunes les ont tout de suite endossés parce qu'ils y voient à la fois une marque de considération à leur égard et une marque de confiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le sondage qu'a publié la Cour des comptes, on voit que plus de 85% des jeunes utilisateurs sont satisfaits du pass culture. Pour autant, vous suivez autant que moi et probablement même plus que moi l'actualité et les débats de ces derniers mois, de ces dernières semaines, à la suite notamment de la publication des rapports dont vous parliez, Madame la Présidente, mais aussi de points de vue de chercheurs et d'universitaires indépendants, ont montré à quel point ces principes ne faisaient pas consensus et à quel point, à travers le pass culture, qui est un projet, une politique, ça soulevait des questions beaucoup plus larges sur notre rapport à la jeunesse, notre définition de la culture, notre vision de ce que peut être l'émancipation culturelle. Si bien que ce sujet que j'ai toujours trouvé passionnant est devenu un sujet passionnel. Et je vais essayer, si vous m'y autorisez, à prendre un tout petit peu de recul et à essayer de sortir de la dimension passionnelle pour essayer d'être un peu plus rationnel. D'abord, qu'est-ce que le pass culture aujourd'hui? Je crois que c'est important de le rappeler. Au moment de sa création, tout le monde s'est focalisé sur le fait que le pass culture, c'était un chèque de 300 €, point à la ligne. Aujourd'hui, le pass culture, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un chèque de 300 €. Certes, il y a 300 € et c'est finalement la condition nécessaire mais pas suffisante pour donner envie aux jeunes de se mobiliser et nous, pour nous permettre de construire une relation avec eux. Mais aujourd'hui, le pass, c'est quoi? C'est d'abord une application avec énormément de services, la capacité de découvrir les lieux culturels autour de chez soi, la possibilité d'avoir accès à de la géolocalisation, la possibilité d'avoir accès à des playlists qui sont faites pour partie par des jeunes, pour partie par des professionnels, par exemple l'Association française des cinémas d'art et d'essai. C'est la possibilité d'éditorialiser, de mettre en avant des thématiques particulières. Et là, dans cette deuxième quinzaine du mois de janvier, nous allons avoir une opération spéciale de valorisation des métiers de la culture. C'est aussi tout un écosystème de réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes s'informent et ont accès à l'information et au contenu à travers les réseaux sociaux. Donc nous sommes sur les réseaux sociaux pour leur proposer des contenus qui ne sont pas les contenus dominants qu'ils peuvent trouver à travers les GAFA. Donc si vous allez sur notre compte Instagram, par exemple, vous verrez qu'à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame, nous les avons sensibilisés à toute l'œuvre et à tous les combats de Victor Hugo. C'est tout un écosystème de marketing digital où on leur raconte des histoires à travers des newsletters, des notifications. Mais c'est aussi très concrètement sur le terrain
des communautés d'ambassadeurs dans une trentaine de villes, des communautés thématiques autour du cinéma, de la lecture, du spectacle vivant. Et c'est toute une série d'événements exclusifs, comme par exemple la possibilité qui a été donnée début septembre à 300 jeunes de participer au gala de la Philharmonie de Paris. Et c'est surtout un éventail de services qui s'adapte en permanence aux demandes de ces utilisateurs pour essayer d'être le plus près possible de ce que ces gens-là demandent. Alors, qu'est-ce qu'on a réussi à construire en 3 ans au Pass Culture ? Et je vous le dis parce que c'est un peu les fondements qui nous permettront de poursuivre ensuite. Le premier, c'est un succès public. Comme je vous le disais, le Pass Culture, c'est devenu un événement générationnel. Il y a quelques années, le journal La Croix avait titré « Génération Pass Culture ». Quand vous avez 85% des jeunes qui ont le Pass Culture, ça veut dire que vous allez dans la rue, vous croisez un jeune, vous lui dites « Qu'est-ce que tu as fait avec le Pass Culture ?» et vous allez pouvoir commencer à engager une discussion avec lui. Ces jeunes, ils sont représentatifs de la société française. Ils vivent autant en zone rurale qu'en zone urbaine, autant en quartier politique de la ville qu'en quartier plus aisé. Pour vous donner encore une fois un chiffre qui sort du rapport de la Cour des comptes, 77% des jeunes dont les parents n'ont fait aucune étude supérieure ont téléchargé le Pass Culture. Pour ceux dont les parents ont fait des études supérieures, on est à 87%. Cet écart de 10 points, il est finalement assez faible parce que quand on regarde les statistiques du ministère de l'Éducation nationale, on se rend compte que l'écart entre les jeunes qui ont fait des études supérieures dont les parents n'en ont jamais fait et les jeunes qui ont fait des études supérieures dont les parents en ont fait est de 50 points. Donc le Pass Culture ne règle pas tous les problèmes, mais en tout cas on voit qu'il touche assez largement son public. La deuxième chose, c'est que le Pass Culture, c'est devenu un espace de conversation, un espace de dialogue et de participation avec les jeunes. Pourquoi ? Parce que finalement, les jeunes ont de plus en plus confiance dans ce qui leur est proposé parce qu'ils ne se sentent pas jugés, ils n'ont pas l'impression qu'on va leur imposer nos choix. Et donc, parce que finalement, il y a cette confiance et cette considération, ils sont plus enclins à suivre nos recommandations. Ça ne veut bien évidemment pas dire qu'ils les suivent toutes, mais en tout cas, on crée un espace où il y a du respect mutuel. Et donc, le Pass est de plus en plus perçu comme un média culturel, un lieu où on va pouvoir s'inspirer, trouver des idées, trouver des contenus, découvrir des lieux. C'est aussi un espace d'expression des droits culturels, car nous sommes extrêmement attentifs, en lien avec nos 40 000 partenaires, à proposer aux jeunes la capacité de s'investir, d'agir, de ne pas être seulement des consommateurs de la culture, mais des producteurs de culture. Et je vous donne un seul exemple. Nous avons un programme d'ambassadeurs associés, et le CDN de Toulouse, de l'Acrier, a un groupe de jeunes avec lequel il travaille depuis 2 ans. Et en 2 ans, on est passé de 80 places achetées par des jeunes pour aller au CDN à 400 places. Donc on voit bien qu'on peut faire bouger les lignes. Et quand on regarde un petit peu les évolutions, parce que finalement ce qui est important, c'est de regarder les évolutions plus qu'une image photographique à un instant T, on fait des études sur ce qu'on appelle les cohortes sortantes, c'est-à-dire qu'on regarde tous les 6 mois ce qu'ont fait les jeunes qui sont sortis du Pass. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les 2/3 des jeunes qui sont sortis du Pass ont découvert un nouveau lieu culturel. On a gagné 13 points en 1 an et demi. On se rend compte que 54% d'entre eux ont fait des réservations dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas. On a gagné 16 points en 1 an et demi. On se rend compte qu'un tiers d'entre eux nous disent qu'aujourd'hui, la culture a une place plus importante dans notre quotidien. Ces résultats, je vous les donne en primeur. On n'a pas encore publié les résultats de l'étude, ça viendra bientôt. Donc ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que finalement, le Pass Culture devient de plus en plus, c'est un travail de longue haleine, mais devient de plus en plus un espace de découverte et un espace d'inspiration pour les jeunes. Enfin, dernier point sur ce qu'on a réussi à construire, nous avons aujourd'hui un outil souverain d'information culturelle dans lequel, partout en France, vous pouvez retrouver les lieux culturels et les offres proposées par 40 000 acteurs culturels. Dans un monde où l'accès à l'information, l'accès au contenu est de plus en plus dominé par le numérique, et le numérique, c'est souvent les GAFA, et on suit tous les sujets actuels sur les GAFA, les changements de règles, l'arrivée du président américain Donald Trump, je pense que c'est important qu'on ait un outil souverain grâce auquel et à travers lequel on puisse porter un regard et porter un discours différent sur la culture et sur ce qu'il faut voir. Tout ça me permet de dire qu'aujourd'hui, nous disposons de bases solides
Pour mettre en œuvre les réformes et les évolutions que souhaite la ministre de la Culture et qu'elle a exprimées dans sa tribune du mois d'octobre dans le journal Le Monde, à laquelle vous faisiez référence, Madame la Présidente. Premier élément de la réforme, les nouveaux paramètres. Comme vous le savez, la situation budgétaire est actuellement assez complexe et donc nous devons faire évoluer les paramètres du pass culture. Aujourd'hui, les arbitrages n'ont pas été rendus, donc je ne pourrais pas vous faire de grandes révélations, mais les paramètres sur lesquels on travaille, ce sont les suivants. Le premier, c'est les classes d'âge. Est-ce que demain, les mêmes classes d'âge auront tout accès au pass culture ou est-ce qu'il faudra réduire les classes d'âge? Le deuxième, c'est les montants. Est-ce que les montants alloués aux jeunes seront les mêmes ou est-ce qu'ils vont être réduits? Le troisième, c'est une bonification sous conditions de ressources. Et là, l'objectif, il est très clair, c'est de faire en sorte que les jeunes n'aient à faire aucune démarche spécifique pour pouvoir prétendre à cette bonification. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on va utiliser les bases de données existantes, probablement du quotient familial, pour en fait leur donner les crédits de manière immédiate sans qu'ils aient à faire la moindre démarche, parce qu'on sait à quel point faire ces démarches en fait éloigne les jeunes du dispositif et éloigne les jeunes en général. Vous savez que le taux de non-recours au dispositif d'aide sociale, il est supérieur à 100% parce que beaucoup de gens n'ont pas envie de faire ces démarches-là ou ne peuvent pas les faire. Donc on veut absolument éviter ça. Et le dernier élément, vous en avez parlé, c'est la question d'une enveloppe dédiée au spectacle vivant. Le deuxième élément de la réforme qu'a souhaité la ministre, c'est la question de l'éditorialisation et de la médiation. Et donc c'est effectivement comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux jeunes de sortir de leur zone de confort. Et comme je vous le disais, je pense que nous avons une capacité croissante à le faire parce qu'ils nous font confiance et parce qu'ils ne se sentent pas jugés à travers le pass culture. Donc pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait, de ce qu'on va bien évidemment continuer à faire et de ce qu'on va amplifier parce que c'est un élément absolument fondamental de l'évolution du dispositif. Si vous suivez notre compte Instagram, vous verrez par exemple qu'on a mis en avant l'exposition Caillebotte, qu'on met en avant des recommandations de spectacles vus par des jeunes, qu'on a mis en avant le prix Joséphine qui récompense les jeunes artistes musicaux de l'année. Vous verrez qu'à l'automne, au mois de novembre, on a fait un temps fort sur le spectacle vivant qui a permis de valoriser fortement cette esthétique. On avait 1000 partenaires qui ont participé et on a réussi en 15 jours à vendre 3600 places. Donc ça montre qu'il n'y a pas de fatalité et que les jeunes peuvent tout à fait aller voir du spectacle vivant. On a également développé des systèmes de vlog. Donc le vlog, c'est des petites vidéos où on donne la possibilité à des jeunes de raconter le spectacle qu'ils ont vu et partager les émotions qu'ils ont vécues. On l'a fait autour du spectacle de Wajdi Mouawad, Racine Carré du Verbêtre et autour de Lacrima. Dans les deux cas, on a eu plus de 80 000 vues de ce vlog et surtout, on a eu des centaines de places achetées derrière. Donc on voit bien qu'on peut faire bouger les lignes et on sait qu'on a encore énormément de marge de progression. On va développer les parcours d'artistes, les parcours thématiques, etc., etc. Et pour nous, c'est fondamental parce que c'est effectivement ce contrepoids à une vision un petit peu caricaturale et peut-être que nous ne souhaitons pas voir trop se développer à travers les GAFA. Troisième élément que la ministre a mis en avant, c'est le lien entre la part individuelle et la part collective. Aujourd'hui, ce lien, il existe parce que vous avez en France des centaines de milliers d'enseignants dans les lycées qui bénéficient de la part collective et qui font une promotion active de la part individuelle auprès de leurs élèves. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, si vous prenez les jeunes de 16 ans, on en a les 2/3 qui ont le pass culture. Ces liens, ils vont être amenés à s'enrichir parce que quand nous aurons obtenu les accords juridiques, notamment de la CNIL, pour mettre en lien des bases de données, il nous sera possible, par exemple, de permettre aux jeunes de suivre son parcours culturel de la 6e jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, on a énormément de perspectives qui s'annoncent. Il faut juste qu'on arrive à régler le problème juridique préalable. Et puis le dernier élément qu'a annoncé également la ministre, c'est de se dire, mais finalement, on a un outil assez unique, assez extraordinaire. Il bénéficie aux jeunes aujourd'hui. Demain, finalement, cet outil d'information, ce GPS de la culture, ou ce pariscope numérique en couleur, illustré, éditorialisé, qui ne couvrirait pas que le spectacle, mais tous
toutes les thématiques de la culture, eh bien, il pourrait être en fait accessible à toute la population française. Et c'est le sens de l'expérimentation que nous avons lancée dans le Grand Est, qui va nous permettre de voir si demain, l'investissement important que la puissance publique a fait dans cet outil ne sera pas, si vous m'autorisez ce terme économique, amorti uniquement sur les jeunes, mais amorti sur toute la population française.